refondation idéologique, politique et organisationnelle de notre mouvance. Le second intervenant est Thierno Diop, un militant de la première heure du front intellectuel, théoriquement trempé et pratiquement efficace. Comme discutant, nous aurons le professeur Mbaye Thiam. Je ne sais pas d'ailleurs, quand je parle de Mbaye Thiam, ndax dama war a wax ci tubaab wala ndax dama war a wax ci wolof. su ma ko bëggee tënk rek dama naan professeur Mbaye Thiam dafa nàmp ci weenu Jolof ba pare ubbeeku ci Kayoor ak Bawol ba pare mu naan ci ndaawu daara gimmee si ba pare lekk ci restaurant wu ba pare mu lekk ci restaurant wu université yi mu nekk université Dakar wala mu nekk université bitim réew ba pare daal di nekk koo xam ni ku ñu ràññee la tam si langu ñi nga xam ni ñooy xeexal askan wi rawatina nag langu bi ñuy wax Ligue démocratique jamono boobu sax jàllar bi boole woon nañ si jàllar bi mais yamul foofu rek dafa nekk tam koo xam ni yàlla may na ko parce que comme universitaire historien la mu nekk koo xam ni ku mën a lëñbët la ku mën a am document la moo tax mu nekk benn archiviste de renom international donc kooku mooy ki nga xam ni mooy bokk ci discutants yi su loolu jàllee on aura Amidou Anne qui est une identité remarquable de la gauche émergente en renouvellement, décomplexé, incisif et hors des bienséances convenues. Ensuite, nous aurons notre ami, frère et camarade Baba Hamdi Wane, qui, des grèves du lycée Van Vollenhoven au cercle littéraire à Anne, et des cercles de lecture, en particulier de Native Son, enfant du pays de Richard Wright, nous passions des nuits blanches avec Mao, Joe Wakam, Feu Almami Wane, etc. Baba est devenu depuis lors un éminent économiste et toujours un humaniste radical, ouvert à tout ce qui pourrait être remède pour l'humain. Ensuite, nous aurons aussi le privilège d'avoir Aziz Salmon Fall, théoricien du panafricentrage, qui côtoie la mouvance Andejef Kharebi depuis l'âge de 13 ans dans les cercles marxistes-léninistes. Principal porteur aujourd'hui de la vision à la base du projet de société saine égalité. Ensuite, nous aurons comme rapporteur Mamoudou Albert Sy, qui est plus connu d'ailleurs sur la scène nationale comme analyste politique, mais qui est philosophe d'abord, journaliste ensuite, mais surtout militant révolutionnaire professionnel qui a beaucoup travaillé particulièrement dans le mouvement étudiant et dans l'organisation locale de Rufisque. C'est lui qui est notre rapporteur. Et enfin, nous aurons comme modérateur un jeune universitaire engagé, spécialiste des civilisations africaines, qui a fait du front culturel de la mouvance un champ d'investigation. Donc, comme on est dans la transmission, je pense que, et surtout le renouvellement, je pense que lui laisser la parole pour qu'il préside la cérémonie, la session d'aujourd'hui, entre parfaitement dans la logique du cinquantenaire de notre mouvance. Donc, Thierno Ibrahima. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup Pasteur pour cette introduction luminaire, j'allais dire lumineuse, donc qui nous plonge au cœur de cette seconde session.
Je rappelle que c'est la seconde session du panel 1 consacrée au thème patrimoine culturel, spirituel et religieux africain et référentiel marxiste-léniniste-maoïste dans la lutte de libération nationale panafricaine et d'émancipation sociale. Comme vous le savez, ce panel a été inauguré par une session organisée il y a 2 semaines, le samedi 23 septembre, autour du premier volet, appropriation culturelle. Donc, ceux qui ont suivi la session, ou l'ont vécu plus tard, je pense qu'on se sont rendu compte d'aborder des questions qui sont insuffisamment évoquées, ou peut-être même passées sous silence dans le débat sur le combat politique en Afrique. C'est la question culturelle et la question religieuse. Donc, et ces 2 questions étaient au cœur de la première session, donc du samedi 23 septembre. Ce qui montre l'intérêt de ces échanges, sur la pertinence, voire l'urgence de cette initiative, qui est au moins un lieu de transmission, un lieu de bilan, mais c'est surtout un lieu de prospective. Et nous continuons sur la même lancée avec cette seconde session du panel 1 consacrée à la question de l'élaboration idéologique. Le camarade Papousso a déjà présenté les intervenants. Je m'en vais juste donner la parole au premier d'entre eux, qui fait donc l'intervention qui peut me rester les débats. C'est le camarade Ousseynou Ndiaye, donc qui va prononcer l'exposé inaugural, qui sera suivi d'autres interventions et de discussions avant d'ouvrir le débat aussi bien à la salle qu'aux intervenants qui nous suivent en ligne. Camarade Ousseynou Ndiaye, vous avez la parole. Merci, camarade. Je m'associe vraiment aux salutations de tous. Et moi, je vais rapidement vous livrer ce point qui doit traiter du volet idéologique de la première thématique que vous avez présentée, dont la première session, effectivement, a abordé des questions centrales liées effectivement à l'appropriation culturelle. Je le ferai en quelques points. Mais au préalable, je voudrais demander la permission, selon la tradition, de violer un certain nombre de règles culturelles. Je le ferai dans une langue qui siège. Donc, Bibiyo Bibi Kamambalu Kamapulangi, Bibiyo Bibi Kamambalu Diallo Diéré Tout. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose de ce que je dis. Moi-même, je ne le comprends pas bien. Mais je sais, c'est la permission qu'on demande dans la tradition pour traiter d'un certain nombre de problèmes qui peuvent être une violation de secret ou de code. La première violation sera relative à ce que je vais énoncer. Ben, ñaar, ñett, ñeent, juróom, juróom-benn, juróom-ñaar, juróom-ñett, etc. Il s'agit du système de numération qu'on connaît bien. Mais est-ce un simple système de numération? Le système de numération en question, c'est le système de numération Wolof. On considère qu'il est à base 5. Mais quand on regarde de plus près, quand on y regarde de plus près, surtout quand on va jusqu'à 20, c'est-à-dire Nyalfou, on se rend compte qu'on peut le dire aussi nit. Cela tendrait à faire comprendre que peut-être c'était une base binaire. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle la base 20, si je ne me trompe. Et quand on creuse encore plus, il se peut qu'il y ait de façon encore plus lointaine que ce système était en vérité aussi à base 2, c'est-à-dire un système binaire. Parce que le début c'est Nien, ensuite nous avons Berne qui inversé devient Nebo, c'est-à-dire qu'on cache quelque chose.
Ñaar, quand on l'inverse, c'est aar ñëgi, c'est-à-dire il faut protéger le pluriel. Ñett. 4, c'est ñenent. En fait, on intercale le nen, c'est-à-dire le vide. Et jur par ellipse, c'est jur d'homme. Donc, en vérité, cela semble être une morphogénèse sociale humaine. Et quand on va jusqu'à 10, quand on l'inverse, c'est ouf que on comprend donc que jusqu'à 20, il s'agit de protéger un être humain. Nix. C'est peut-être là un premier point que je voudrais soulever pour montrer que le facteur humain est au centre de la culture de nos contrées. J'avais annoncé 2. Le deuxième texte n'est pas de même nature que le premier, mais en fait il s'inscrit dans la même logique d'approfondissement du facteur humain. Et au demeurant, les intervenants de la première session avaient posé la question, que ce soit ceux qui avaient abordé la question de la Korah, ou ceux qui avaient abordé la question de l'initiation, en l'accompagnant avec des textes effectivement ésotériques. Si vous le permettez, je vais le décliner aussi dans la langue où il a effectivement eu des papiers. Ça s'inscrit dans l'initiation. Tatulen Matagambar. Tatul Dinado. Dinado Dinametti di Genjoy. Tekusi Joy, Singambar. Tokon Bar, Nakurer. Nakurer na Hatbere Samore. Tokon Bar Suker Bayo Sopul Kita. Sopul Kita, Sopul Bernde, Sopul Won. Dangayo Fumuduge. Sala Kura Bangura, Dudo Ban Yaronja. Yaronja, Tiebunja. Tiebunja, Dagal Koko, Fulin Koko, Umbal Koko. Sala Kura Andak Bayam Godi Salu. Sala Kura Segijoy, Segijoy. Bay Beniko, Lodi Joy. Mo Sala, Yare, Lodi Joy. Mune man dama bugu Tiek. Mune ko soko bëggee mata góob. Mune man mat na maa mën a góob. Mu ne soo ko ñemee waxal sa yaay mu dem si yaayam sëgg jooy si jooy yaay jëni ko loo di jooy mu ne man dama bëgg ceeb mu ne soo ko ñemee wax ko sa maam mu dem si maam jëni ko util namman mu dem si namman ni ko aw ma paaka mu dem ba fële wuti paaka ut na paaka am na paaka jox ko namman daggal ko fullil ko ëmbal ko yaay ji ñu ngi koy seet dem si dàmbam bukki mbaar seet fa saala gisu fa saala mu dem si dàmbam buudi mbaar seet fa saala gisu fa saala mu dem si dàmbam séeri mbaar seet fa saala gisu fa saala yaay ji sëgg jooy saala ni ko sigil bul jooy fi ay néegu ko. Ça, c'est le deuxième texte qui s'inscrit dans le premier. L'enfant du premier dans le système de numération est pris en charge dans un système d'éducation. Et ce texte qui vient d'être livré nous parle en fait d'un terroir. Mais c'est le type de terroir qui existait de tous les temps dans nos contrées. Que ce soit dans l'Empire du Ghana, que ce soit dans l'Empire du Mali, que ce soit dans l'Empire Songhai, que ce soit dans l'Empire du Jolof, que ce soit dans les royaumes. Ce terroir était le fondement de notre communautarisme. Et il s'agit ici de l'initiation du mythe de la numération et ce système d'éducation dont on parle dans l'éducation initiatique. Alors, c'est une société productrice de sens. Et aujourd'hui, lorsque nous abordons le volet idéologique de notre thématique, élaboration idéologique et appropriation culturelle, c'est de savoir où se situe ce sens. Sommes-nous dans une situation de maintien, de reproduction du sens, ou dans une situation de crise du sens? C'est peut-être à cela que, autour de cela que va terminer, tourner le point que nous allons apporter. Mais au préalable, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais ce terroir-là,
c'est ce terroir qui a accueilli les premières avancées, migrations liées à l'islamisation. Depuis le 8e siècle, certainement, certains disent un peu plus tôt, ce système de terroir, effectivement, a dû faire face à ces migrations. Les ribats, c'est-à-dire qui ont servi de noyau de base au Mirabitoun, qui, comme on le sait, à partir du XIe siècle, ont islamisé toute la contrée, en s'appuyant pour l'essentiel sur la crise qu'ont connue les grands empires du Mali, du Songhai et du Ghana. Si on fait un saut dans l'histoire, pour nous situer dans le présent, c'est également ce terroir qui effectivement a été traité par le régime qui est sur place. On sait qu'il a sorti, pour organiser ce terroir, la loi sur le domaine national de 1964. Cette loi structurait notamment les zones de terroir, les zones pionnières, les forêts classées, sans compter les zones urbaines. Donc, mais ce terroir-là a connu une crise profonde au moment où Rénoéoui était fondé. Parce que n'oublions pas que 73, 72, 71, c'est le Mali du pays. Parce que ce terroir a été déstructuré par l'économie arachidière, effectivement, qui lui a été imposée. Donc, c'est dans ce contexte aussi que le MJML se développe, le mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste. Et c'est autour de ça que le mouvement LR, le mouvement étudiant également, issu d'un système d'éducation différent de celui dont nous avons parlé, qui remet en cause pourtant ce système-là dans sa globalité. À tel point que, au vu de l'évolution que le monde connaissait, mai 68, révolution culturelle, Black Panther, guerre du Vietnam, tout cela a eu finalement un écho au sein de cette jeunesse, que ce soit son aile estudiantine ou son aile scolaire, qui sont allés à la rencontre d'aînés qui les ont précédés sur le terrain révolutionnaire. Qu'il s'agisse du PAI, qu'il s'agisse de la LD, qu'il s'agisse du PCS, qu'il s'agisse du MJML, ces courants sont constitués de cette aile d'intelligentsia plus ou moins âgée, plus ou moins jeune, qui effectivement ont voulu se lier à leur peuple pour changer la situation que le régime néocolonial, à la suite du régime colonial, du système colonial a mis en place. Particulièrement à partir du système scolaire, du système universitaire et de toutes les institutions de production d'idées, ce que Althusser appelait les appareils idéologiques d'État, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de la famille, etc. Tout cela est conditionné par l'idéologie dominante mise en place par le système néocolonial, en rapport avec la bourgeoisie, ce qu'on a appelé la bourgeoisie néocoloniale bureaucratique, et aussi en rapport avec des aristocrates. Donc, comment RR se positionne-t-il par rapport à cette situation? Rien nous dit. Il ne s'agit pas de faire une évaluation globale du parcours de Rénovéry et de la mouvance. Cela sera certainement le cas à l'occasion de la restitution qui sera faite au finish, même si les interactions existeront entre les niveaux politiques, organisationnels et idéologiques. Il s'agira plutôt de faire focus sur les questions relatives à l'élaboration idéologique et l'appropriation culturelle. Nous aborderons ce point ainsi qu'il suit. L'impérialisme et la domination linguistique. L'impérialisme culturel, ici plus précisément, se manifeste à plusieurs niveaux. Et la domination linguistique y joue un rôle considérable. Cette domination peut même jouer entre les nations impérialistes elles-mêmes. À titre d'exemple, la place que tient l'anglais à l'échelle mondiale, en rapport notamment avec les booms scientifiques, technologiques, dans les réseaux sociaux, ce qui avait amené à l'époque, on le sait, la France elle-même, nation dominatrice, à se sentir visée et à instaurer ce qu'il appelait l'exception culturelle.
La domination de l'impérialisme, qui se développe à plusieurs niveaux, économiques et politiques notamment, se manifeste donc particulièrement au niveau linguistique. Concernant RN, après la rupture avec les MJML à la conférence de 72, concernant donc Réunion, une nouvelle organisation marxiste-léniniste, Pensée Mao-Tse-tung, est créée en mai 73. Elle prend la dénomination Réunion en langue nationale. Au-delà des apparences, il s'agit en fait là d'un fait nouveau dans l'évolution sur la scène politique. À leur naissance, c'est décliné dans la langue. Parce qu'auparavant, aussi étonnant que cela puisse paraître, les organisations qui ont précédé Réunion sur la scène nationale déclinaient leur nom en langue française. C'est décliné dans la langue du pays dominé. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'était le cas même pour des hommes politiques, parmi les plus engagés dans la bataille culturelle, à l'instar de Cheikh Anta Diop, des Abdoulaye et consorts, qu'il s'agisse de noms stricto sensu, du sigle ou de l'acronyme des organisations culturelles. Bloc des masses sénégalais, Front National du Sénégal, PRA, etc. C'est aussi le cas pour les mouvements syndicaux, d'étudiants ou de travailleurs, à l'image de la FEANF, de l'UGTAN et autres. Donc, c'est un fait nouveau sur la scène politique. Mais que signifie Réunion? Expression constituée de deux mots. L'esquisse de la trame historique le traduit par racine du peuple. Pourtant, dans nombre de documents internes, mais aussi dans les ouvrages écrits à propos de Réunion, l'expression est plutôt traduite par racine de la nation. À noter que plus tard, le front culturel, dans le lexique établi, traduit Réu par pays. Nous sommes ici donc dubitatifs. Tous voulaient exprimer une certaine radicalité. Tous les deux voulaient exprimer. Et la racine, le PRA plutôt parlait lui de dot, dot serait. On aurait pu comparer le dot serait du PRA et le mont serait du PAI, mais le temps ne le permet pas. Donc la nouveauté n'est pas dans le réuni à propos de ces théories. Il n'était pas dans le réuni parce qu'on l'a vu, aussi bien le PAI, le PRA et d'autres utilisaient déjà ce terme. Il était dans rêve. Mais pourquoi rêve? Comparons Réunion, racine du peuple et racine de la nation. Mais racine de la nation, on peut dire, mais c'est le peuple la racine de la nation. Mais est-ce que donc ce n'est pas une redondance que de dire racine du peuple? Mais on comprend bien qu'il s'agit ici d'exprimer une certaine radicalité. Comme le montre le document du premier congrès qui a été cité dans l'esquisse. La révolution sociale, dit-il, à laquelle les masses populaires aspirent, nécessite une avant-garde profondément enracinée en leur sein, capable d'appliquer la vérité universelle du marxisme-léninisme dans le cadre spécifique de la lutte révolutionnaire du Sénégal. C'était là manifestement, fin de citation, une double volonté de marquer une rupture radicale. Mais que signifie rupture radicale? Rupture, certes, avec des pratiques antérieures. Mais cela ne renvoie pas à ce que disait Marx, à savoir que être radical, c'est prendre les choses à la racine. Et la racine de l'homme, c'est l'homme lui-même. N'y a-t-il pas là matière à rapprochement avec l'expression bien sénégalaise, nit nitay garabam, et au-delà avec la notion de nit ou nité? N'y a-t-il pas là expression de nouvelle humanité? Nous sommes donc en présence non pas seulement d'une élaboration idéologique, mais aussi à l'inverse, et peut-être même avant tout d'une élaboration culturelle. Mais quel est le rapport de cet humanisme marxien et de la lutte du prolétariat auquel lutte du prolétariat réunie se réclame? Un décalage est à noter à ce propos, puisque cette question-ci ne sera abordée qu'au congrès extraordinaire suivant en 1981, au troisième congrès, qui était extraordinaire et qui voyait déjà l'OMMI se plonger dans une crise assez profonde. Marx est ainsi évoqué dans un de ses textes introductifs du congrès, intitulé « De la double rupture dans l'histoire du mouvement révolutionnaire sénégalais ». Citation: « Le prolétariat est une classe de la société bourgeoise qui n'est pas une classe de la société bourgeoise.
C'est une sphère sociale, la situation n'est malheureusement pas ici, c'est une sphère sociale, grosso modo, qui est la dissolution de toutes les sphères sociales. C'est une sphère qui ne peut se réclamer d'aucune mission, d'aucun titre historique, et qui ne peut se réclamer que du seul titre humain. Cette définition du prolétariat que donne Marx pose le rapport entre la question de l'humanisme et la question du prolétariat. De même, le dispositif noologique, c'est-à-dire idéologique, idéoculturel qui se met en place avec cette expérience de Renouvelli, se prolonge. Dès le début, nous voyons que, et avec la création de l'OND, c'est le même principe. Une organisation maoïste qui se réclame du Dieu, c'est presque normal, puisque de la pratique, c'est passé par là. Mais qu'en est-il de Inde? On peut le voir sous deux rapports. Inde, simplement comme unité. Mais au Sénégal, ne dit-on pas Wacc sa Inde, Ande Boye Moutrach. Mais c'est là aussi le même mot qui exprime le patrimoine culturel. Si on s'écarte de son patrimoine culturel, on ne peut adopter durablement le patrimoine culturel d'un autre. C'est également la même chose pour le journal qui est mis en place, le Kharebi. Parce que lorsque Mao Tse-tung parle de pratique, il parle de trois types de pratiques. De l'expérimentation scientifique, de la lutte pour la production et de la lutte de classe. Et le Kharebi, c'est justement de cette lutte de classe qu'il parle, qui sera prolongée par le Banu Bokan, qui sera prolongée par le Kharebi, qui sera prolongée par la revue Le Communiste, qu'on aurait pu également appeler le Bokan, pour entrer dans cette même dynamique dont nous avons parlé. Mais ici, le débat ne se pose pas à ce niveau, mais il y a un double diptyque. C'est-à-dire, d'une part, Renouvelli et Andieu, c'est l'articulation de deux organisations, mais de l'autre, le Kharebi et le Baku Bokan et le Diayew. Le système de presse, mais le système de presse exprime déjà une crise, parce qu'il y a des décalages. Dès le début, le Kharebi est l'organe de l'Organisation nationale démocratique. Et il n'y a pas un organe spécifié pour le Renouvelli. Nous allons donc là vers une crise qui se notera surtout avec la légalisation par la suite. Mais pour comprendre la teneur de cette crise liée à cette élaboration idéoculturelle, il faut que nous revenions sur le processus décisionnel. Ce que nous appelons processus décisionnel prolongé, c'est comment se constitue une volonté collective de cette mouvance. Renouvelli, Andieu, Kharebi. Comment se constitue le cycle décisionnel, le processus décisionnel. On l'a vu dès le premier congrès, l'enjeu principal, l'enjeu de la rupture avec le PAI, l'enjeu de la rupture avec le PCS, et même l'enjeu de la rupture avec le MJCNR, de se doter le prolétariat de son parti révolutionnaire pour diriger la lutte de classe dans notre pays. Et cette équation affirmée dès le premier congrès est surtout confirmée par le deuxième congrès de 1978. Et le deuxième congrès l'explicite maintenant, en disant que la tâche centrale, c'est de fonder le parti de la classe ouvrière. Le PAI, on ne considère plus que c'est le parti de la classe ouvrière. Le PCS, on considère que c'était de l'autoproclamation. Donc il faut créer ce parti et avoir une stratégie de fondation de ce parti. Mais si aujourd'hui on voit l'éventail politique, la chose qui manque le plus dans ce pays, c'est l'existence d'un parti de la classe ouvrière ou d'un parti prolétariat. La crise qui était née et qui avait été animée par ce qu'on avait appelé une fraction, la question qui était posée, c'était le MRDN, la légalisation donc de AJ, était-il un bâtisseur ou un fossoyeur de la tâche centrale? Donc cette question qui mobilisait des gens qui travaillaient aussi bien dans le front culturel, dans le mouvement ouvrier, que d'autres, est restée de toute façon toujours en suspens. Mais c'est pour dire qu'il y a un processus décisionnel de presque une décision. Mais dès le moment que ce processus décisionnel a voulu être matérialisé,
autour des mots d'ordre, prendre le mouvement ouvrier comme axe, se greffer à la vague montante du mouvement ouvrier, mettre en place les cellules communistes d'entreprise, on a vu que ça a créé peut-être la crise, une des crises les plus profondes de notre mouvement, parce que cela s'est accompagné de la déstructuration d'un secteur qui était en plein essor, le Front culturel sénégalais. Et pourtant, Front culturel sénégalais, dont les productions appelées à la liaison avec les masses, appelées à la liaison avec la paysannerie, appelées à la liaison avec la classe ouvrière. Mais le département idéologique, peut-être mis en place, est entré en crise à la suite de la légalisation et n'a pas pu accueillir ce qui restait du Front culturel, le renforcer par un département culturel faisant travailler les sociologues, les historiens, les anthropologues, pour que nous puissions effectivement aller dans la direction dont nous avons parlé, élaboration idéologique et appropriation culturelle. Élaboration idéologique pour doter les luttes de classe de notre pays du parti prolétarien, mais un parti prolétarien qui émerge des flancs de notre société et qui donc est imprégné de toutes ces valeurs culturelles, de toutes ces valeurs de civilisation. Au sens large, comme le dit le thème, c'est-à-dire le patrimoine africain culturel, le patrimoine africain spirituel et religieux. Tout un programme le dit. Je ne sais pas si les 30 minutes sont... donc, assez différentes. Or, justement, l'expérience a buté et a pêché sur ce point précis. Nous développions autour de dynamiques qui étaient parallèles à la formation sociale sénégalaise. Nous avions pourtant la volonté d'aller de l'avant, comme nous l'avons vu au départ. Mais qu'est-ce qui explique que nous n'ayons pas pu effectivement aboutir à la matérialisation de certains des objectifs? Il faut clarifier qu'il ne s'agit pas ici, comme nous l'avons déjà dit, de savoir si on a échoué ou non. Le problème ne se pose pas. La formation sociale sénégalaise est une formation sénégalaise, on l'avait dit. Peut-être que si les grands empires avaient pu se constituer, on allait vers la constitution d'un système féodal. Peut-être que si, concernant la zone du Sénégal, si l'on peut dire ainsi, l'empire du Dolo n'avait pas implosé, s'il n'avait pas implosé, peut-être qu'on serait effectivement allé en direction d'un régime féodal. Bon. Mais là, ici, quelle est la base de la formation sociale? On l'avait dit, c'était le terroir. Mais le terroir, c'était quoi? C'était le droit de hache. Le père de Sala, dont on a parlé, bon, il détient le droit de hache. Quand il va à son champ, ce champ-là, il n'en a que l'usufruit. Ce n'est pas son champ. Mais appartenir ce champ, il appartient à celui qui détient le droit de feu, c'est-à-dire au Laman. Mais dans l'empire du Jolof, on avait le roi, et dans les provinces que sont le Baol, c'est les Laman qui étaient au pouvoir. Il n'y a pas encore une classe de propriétaires fonciers qui détient la rente absolue, c'est-à-dire qui a exproprié la paysannerie pour se transformer en une classe de propriétaires fonciers. De telle sorte, or, c'est là le nœud de la révolution démocratique, de la stratégie de révolution démocratique, autour du mot d'ordre de la terre à ce qui la travaille. Mais qui est la victime d'une expropriation dans cette formation sociale? C'est un des points centraux que nous avons pris. Mais si telle n'est pas la direction de la révolution démocratique, mais où se trouve la révolution démocratique alors dans notre pays? La longue période de légalisation ne nous a pas amené assez tôt à nous rendre compte que nous étions face à une réalité différente. Mais à la limite, c'est normal. À la limite, c'est normal parce que nous nous référions à Mao Tse-tung. Nous nous référions à Mao Tse-tung, et comme le dit d'ailleurs le texte, sur la théorie de l'enquête, nous nous référons à Mao Tse-tung dans son texte
à propos du Onan, je crois, du mouvement paysan dans le Onan. Et ce texte nous a instruit sur l'importance qu'il y a à connaître nos réalités. À connaître nos réalités. L'enquête, connaître nos réalités. D'où l'importance du mot d'ordre que nous avions donné. L'héros. Mais c'était tout un programme. Mais y compris aussi l'héros, parce que le A, c'est attrait à l'agitation. Or, nous allions vers une longue période de lutte politique, légale. Et ce n'était pas seulement à partir de 80 l'élargissement de l'ouverture démocratique, mais en vérité dès notre fondation. Les années 72-73 sont une réforme du néocolonial. C'est des mutations au sein de l'impérialisme international. Le Club Nation et Développement qui a été créé à l'époque, c'était quelque part pour ça. Le départ des Zemmour, c'était lié à ça, etc. Mais puisque en même temps, le régime avait réprimé, nous étions sur une phase défensive où nous estimions qu'effectivement nous avons affaire à un régime qui allait se dictatoriser, se fasciser plutôt, et nous nous préparions en conséquence. D'où la légalisation nous a surpris. Et quand on s'y est dit, nous avons estimé que cela est une période de courte durée et qu'il faut se préparer également à cela en conséquence. Or, il s'est avéré que parmi dans les 50 ans d'évolution de notre mouvement, peut-être les 40 ans sont avalés par cette temporalité-là. Donc je pense qu'on s'est adapté à ça, mais sans avoir peut-être approfondi jusqu'à voir tout ce que cela demande. Or, dans la même période, peut-être que je vais terminer bientôt, mais la formation sociale historique s'est développée dans d'autres directions. Et quand on voit la réalité actuelle, les systèmes conflits qui se sont mis en place et dont on a vu qu'on ne maîtrisait pas encore totalement leur nature, mais des relations, aussi bien des relations de clientèle, d'éducation, multiples se développer à ces niveaux-là, quel état est la nature de ces relations? Quel est le niveau d'appropriation culturelle de cette sphère de la société par rapport à nous? Mais où est le prolétariat dans cette sphère de la société? Ces questionnements, peut-être nous les étions posés, mais pas suffisamment, pour nous rendre compte qu'il y a là également quelque chose qui peut être une base pour changer véritablement la formation sociale dans sa globalité. Et cela, ça nécessite que l'élaboration idéologique soit accompagnée d'une élaboration culturelle et que l'appropriation idéologique soit accompagnée d'une élaboration politique. Donc je pense que c'est tout un champ qu'il faut aborder ici. Pire, par exemple, l'école de Koki, les différents courants chez les Tidjans, mais les différents courants chez les Layènes, dans tous les secteurs, un foisonnement intellectuel incroyable s'est développé, mais qui n'était pas dans la langue du système dominant, qui était dans une autre langue, véhiculant d'autres valeurs qui peut-être ne nous étaient pas totalement étrangers, mais dont nous ne voyons pas encore dans la totalité ce que cela représentait en termes de transformation et de changement de la réalité sociale. Or, toute l'histoire de notre pays a battu autour des pulsations, c'était autour de ça, la période coloniale, mais et avant, la période mercantiliste, sans compter même dans le passé encore beaucoup plus lointain, la révolution Torodo, par exemple. Mais on ne parle pas de la contre-révolution Torodo également, parce que cela a existé, etc. Donc tout cela était riche d'enseignements politiques qui nous auraient permis d'aborder cette longue période historique. Or, la plus grave crise de notre histoire est née justement parce que nous n'avons pas mis en place à temps la stratégie la plus adaptée pour faire face à effectivement ces transformations. L'histoire est encore en train de se passer. Voilà vraiment ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante qui prolonge adroitement le débat de la semaine, il y a 2 semaines, donc autour du type ancrage socio-historique et culturel, référence idéologique et enjeux politiques. C'est très intéressant pour ces échanges-là. Donc la parole est au professeur Pierre Bédot. Merci, camarade modérateur.
m'a chargé d'abord de la question du référentiel. Mais avant de l'aborder, permettez-moi d'abord de remercier mes camarades qui m'ont désigné pour intervenir dans la session du panel 2, élaboration idéologique et appropriation culturelle. J'apprécie à sa juste valeur le choix porté sur ma personne en tant qu'ancien membre de la mouvance Réunion Kharebi pour parler du référentiel idéologique de cette mouvance, le marxisme, le léninisme et la pensée de Mao Tse-tung, nos boussoles dans notre lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme dans notre pays pour l'avènement d'une société débarrassée de toute domination et de toute exploitation. Un demi-siècle s'est écoulé depuis la création du mouvement dans un monde où le vent de l'Est l'avait emporté sur celui de l'Ouest. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en transition et un autre plein d'incertitudes pour le moment. En célébrant le 50e de la mouvance Réunion, les militants de ce mouvement, dont certains qui sont au crépuscule de leur vie, ont décidé de faire le bilan de leur lutte pour transmettre le flambeau de lutte à la génération qui vit dans un monde complètement différent. Nous pensons que la meilleure façon de transmettre ce flambeau est de mettre l'accent plus sur ce qui n'a pas été fait ou mal fait que ce qui a été bien fait. Pour aborder nos références idéologiques, le marxisme, le léninisme et la pensée marxiste, nous commençons par décrire les contextes dans lesquels Marx, Lénine et Mao ont élaboré leur théorie avant de nous poser ces questions. Dans quel contexte avons-nous rencontré le marxisme, le léninisme et la pensée de Mao Tse-tung? Comment sommes-nous comportés dans ces penseurs révolutionnaires, Marx, Lénine et Mao? Avons-nous bien assimilé leurs pensées pour bien analyser nos sociétés, la transformer et enfin de faire leur vie? Lénine a dit de Marx qu'il est le successeur légitime de tout ce que l'humanité a pour le meilleur du XIXe siècle, la philosophie classique allemande, l'économie politique anglaise et le système français. La doctrine connue sous le nom de Marx est le fruit de l'investigation théorique de Marx et d'Engels qui, se plaçant du point de vue du prolétariat et sur la base des conditions de leur époque, ont, grâce à la découverte de la condition moderne de l'histoire et surtout la révélation du musée de la plus-value, ont montré que l'exacerbation de la contradiction entre l'effort productif et le rapport de production dans le capitalisme entraîne le passage du salut au capitalisme au salut. Marx et Engels ont développé leur théorie à l'époque du capitalisme au courage. Il était inévitable que les théories ne répondissent qu'aux problèmes posés par ce capitalisme, quand bien même recéler des éléments permettant son enrichissement, autrement dit, l'expansion de nos santé. Ce travail est surtout l'œuvre de Lénine, qui, à partir des conclusions tirées par Marx, et sur la base des changements connus par le capitalisme du temps de Marx, devenu impérialiste, a jugé caduque cette conclusion de Marx sur le devenir du capitalisme. En disant un pays arrière, Lénine est arrivé à la conclusion que la révolution dans ce pays devait passer par deux étapes. L'étape de la révolution bourgeoise, génératrice des conditions indispensables au passage à une étape supérieure, et celle de la révolution socialiste. Il y aura des indications sur le passage au socialisme dans les conditions de l'impérialisme. Lénine affirme que ce processus peut s'opérer dans un pays dont les conditions économiques ne sont pas encore arrivées à maturité. À la suite de Lénine, Mao Tse-tung a développé le marxisme dans les conditions d'un pays colonial, semi-colonial et semi-colonial. À partir de l'enrichissement du marxisme sur le plan philosophique, il a donné un visage nouveau à la condition léniniste du passage au socialisme en deux étapes,
grâce à l'élaboration de la théorie de la démocratie nouvelle, version nouvelle de la démocratie bourgeoise dans les conditions de l'indépendance. Faisant le bilan des expériences négatives et positives, tant en Chine que dans le monde international, Mao a élaboré la théorie de la coordination de la révolution sur le statut du prolétariat. C'est cette théorie qui l'a poussé à déclencher en 1966 la grande révolution culturelle pour éviter la restauration du capitalisme en Chine. De Marx à Mao, en passant par Lénine, le marxisme a considérablement élargi son champ théorique en donnant naissance à un nouveau concept produit à partir de réalités auxquelles, au regard desquelles l'Afrique présente des spécificités. Dans le champ théorique marxiste, l'Afrique et les autres parties d'association n'est pas l'objet d'une théorisation particulière. En Afrique, comme dans le reste du monde, le recours au marxisme par la première génération de patriotes résulte de la nécessité de faire face aux problèmes créés par le capitalisme dans sa phase impérialiste. Le continent noir a rencontré le marxisme-léninisme à un moment décisif de l'histoire de l'humanité. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, véritable point de fracture de l'histoire universelle, caractérisé par la défaite de l'Allemagne italienne, la victoire de la Révolution chinoise et le sort du mouvement de libération nationale en différents endroits de la planète Terre. Ces événements n'ont pas été sans effet sur le devenir de l'Afrique africaine. Les formations sociales africaines, happées de leur trajectoire historique, vont désormais entrer dans une nouvelle phase de leur évolution et vont de manière progressive prendre leur place dans le Conseil des Nations Unies. Cette entrée tardive des nouvelles nations africaines dans le cours historique mondial est train de pair avec le désir ardent de celle-ci de se hisser au niveau des sociétés les plus avancées de l'époque. D'où la vie vers les nouveaux modèles proposés aux sociétés africaines, parmi lesquels le modèle socialiste, symbolisé par l'Union soviétique, semblait le plus agréable. En l'absence d'un capitalisme autonome et d'une bourgeoisie véritable, dont certains éléments produits de l'existence théorique de l'ensemble du mouvement soviétique rejoignent le prolétariat pour lui insuffler la conscience révolutionnaire, seuls les nouvelles patriotes pouvaient s'acquitter du travail d'importation anti-guillemets de la théorie marxiste. Du reste, l'ambiance dans laquelle baignait la plupart d'entre eux, de même les problèmes auxquels ils étaient confrontés, préparent les intellectuels, mais quiconque à son rôle de vecteur du marxisme. Toutefois, c'est moins le marxisme originel, celui de Marx et d'Engels, que celui qui était dans ce que Charles Butler a appelé successivement la formation idéologique bolchevique et la formation stalinienne que les intellectuels africains ont rencontré. Ce marxisme fonctionne doublement comme système de législation de l'ordre existant et comme grille de figures théoriques à appliquer à la réalité. Nonobstant cette fonction, ce marxisme-là, sur bien des problèmes n'est pas fidèle au marxisme originel, car il s'est présenté sous la forme d'une réalité contradictoire au sein de laquelle coexistaient des éléments marxistes et non marxistes. Ceci par une terminologie pensant volontiers pour marxiste. C'est ce marxisme auquel ont adhéré beaucoup de révolutionnaires africains en général, sénégalais en particulier. Ces derniers ont milité au Parti africain de l'indépendance pays, premier parti marxiste créé en 1957. En dépit de sa dissolution, qui a poussé ses militants dans la clandestinité, et en dépit de la fausse répression exercée sur beaucoup d'entre eux, qui ont payé un lourd tribut dans le peuple pour l'événement France et les alliés dotés, le pays a apporté une contribution décisive à cette vie. Cependant, force est de constater que ce parti n'a pas atteint ses objectifs, indépendance et éducation du Sénégal. Il en est de même pour les formations politiques issues de ce parti et considérées comme révisionnistes par la génération de marxistes sénégalais qui a vu le jour au lendemain des deux grands événements, la grande révolution prolétarienne et l'histoire du France. Le but de la grande révolution prolétarienne est, je cite, de combattre et d'écraser ceux qui détiennent des postes de direction, mais sont engagés dans la voie capitaliste, de critiquer l'idéologie de la bourgeoisie, de toutes les classes exporteuses et de réformer le système d'enseignement, la littérature
l'art et toutes les autres branches de la société qui ne correspondent pas à la base économique socialiste. Ceci pour contribuer à la consolidation et au développement du système socialiste. Donc, c'est un passage, donc la discussion du comité central du parti communiste chinois sur la grande révolution culturelle prolétarienne daté de 1960. Le déclenchement de la révolution prolétarienne a soulevé beaucoup d'espoir et de sympathie chez les communistes de nombreux pays déçus par la politique intérieure et extérieure du parti communiste de l'Union soviétique, auquel ils ont fait le reproche d'avoir retourné le 14 dans le pays de Lénine et d'avoir cessé de mener une lutte résolue contre l'impérialisme américain. De nombreux partis et groupes, en dehors de la Chine, sont réclamés de la pensée de Mao Zedong, dont les trois caractéristiques sont présentées par Lin Piao dans sa préface à la réédition des citations du président Mao Zedong en date du 16 décembre 1936, préface supprimée dans les autres rééditions. La pensée de Mao Zedong de Lin Piao et le marxisme-léninisme de l'époque où l'impérialisme bat à son développement total et où le socialisme marche de l'hectare dans le monde entier. Elle est une lutte puissante contre l'impérialisme et contre le révisionnisme et le dogmatisme. Elle construit pour le parti, l'armée et les pays du chantier, le principe directeur à observer donc, dans tout le travail d'organisation. Dans le supplément 1, numéro 5 de la revue Feknienne, Landing Savané, alors dirigeant maoïste sénégalais, salue à ce terme la grande révolution prolétarienne. La résonance de la grande révolution prolétarienne, la GSCP, et la démission politique du pays déliquescent, lors du mois révolutionnaire de mai 68, ont réuni les conditions de la naissance de la nouvelle gauche marxiste-léniniste, armée de la pensée Mao Zedong. Cette dernière se plaça immédiatement sur les positions du coordinateur mondial et résolut de s'en tenir la doctrine révolutionnaire de Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao Zedong. Le monde dans lequel a vu la nouvelle gauche sénégalaise est caractérisé par l'existence de 4 contradictions, comme l'ont bien souligné le communiste chinois. Contradiction entre le camp socialiste et le camp capitaliste, contradiction entre le prolétariat et la bourgeoisie au sein des pays capitalistes, contradiction entre les nations opprimées et les pays, et enfin, contradiction entre les pays impérialistes entre les pays. Contradiction entre pays impérialistes et les pays. Ces 4 contradictions ne peuvent être résolues que par des corrélations. Adoptant la démarche de Hegel, pour qui les philosophes, comme la souhait de Ménère, ne se lèvent qu'en tomber de la nuit, pour lire une nouvelle Jésus à nous pouvons 50 ans après le naissance du mouvement maoïste sénégalais, nous penser sur l'histoire. Pour ce faire, 2 choses sont indispensables. D'abord, nous rappeler ces mots du président Mao. Pour n'importe quel pacte, pour n'importe quel individu, il est difficile d'éviter des erreurs. Nous demandons qu'on en fasse bon. Lorsqu'une erreur est commise, nous voulons qu'elle soit corrigée le plus vite, le plus complètement, le plus rapidement, ça le mieux. Nous devons ensuite faire les constats suivants. Notre attitude de sympathie à l'égard du marxisme, du léninisme et de la pensée nous a empêché d'avoir une attitude marxiste à l'égard de ces référentiels. Rappelons que le président français Gaston Bachelard disait que la sympathie constitue un obstacle épistémologique. En effet, si le sujet et l'objet de la connaissance fusionnent, il n'existe pas une distance minimale entre les deux permettant d'accéder à une connaissance objective. Notre sympathie pour le marxisme et la pensée nous a conduit à considérer cette dernière comme un dogme religieux. Marx n'a cessé de mettre en garde les communistes chinois contre l'attitude religieuse qui consiste à considérer le marxisme comme un dogme religieux. Nous l'avons, nous ne l'étudions pas du tout. Parce qu'il est agréable et beau, il n'a pas de valeur mystique, comme les doctrines des moines taoïstes qui gravissent le Mao pour apprendre comment maîtriser les démons et les esprits malfaisants.
le Martin-Lénine n'est pas beau. Il est seulement équilibré. Ce que le considère comme un dogme religieux faut preuve durant fin de station. Pour n'avoir pas tenu compte de cette mise en garde de Mao, nous sommes tombés dans la dogmatisme en ne tenant pas compte une fois de plus de l'avènement de Lénine sur laquelle le marxisme n'est pas un dogme mais une promotion. À l'analyse concrète de la situation pour notre pays, nous avons substitué l'attitude consistante à plaquer sur nos réalités des analyses élaborées dans des pays nominatifs pour nous. Théoriquement extravertis, nous n'avions pas pu faire une analyse fine des réalités nationales. Nous étions les caisses de résonance des débats idéologiques agitant le monde international et opposant des pays sénégalais. Rappelons la division des marxistes sénégalais en partisan de la bande des quatre, de Dunkiao et des vrais politiques. Par notre dogmatisme, c'est ajouté le sectarisme qui, sur le plan théorique, s'est matérialisé par le refus de ne pas lire les œuvres non marxistes ou d'anciens marxistes considérés comme le cas comme des Bon, maintenant, nous avons donc un grand défaut. Résident dans le manque de maîtrise de la directive marxiste qui s'est manifesté dans un livre du départ de Senghor de la Première République. A-t-on assisté à la poursuite de la politique néocoloniale de Senghor, ce que c'est les États-Unis? A-t-il replacé l'édifice néocolonial grâce à des innovations? Tel était le problème auquel étaient confrontés les marxistes de l'opposition politique. Mais malheureusement, donc ces marxistes, donc fidèles à la conception de la directive, sur laquelle il n'y a rien d'absolu, de sacré et de védique, parce qu'en toute chose, elle ne voit que le possible plus devenir du pays, de l'ascension sans fin de l'école supérieure, ces marxistes-là, avaient pensé que non seulement les sujets de Senghor n'apportaient aucun changement pour l'Union coloniale jusqu'à la rigueur, mais encore qu'elle ait une période de fascination de son régime. Devant une activité aux conséquences néfastes pour le mois Moïse, dans l'histoire, nous sommes depuis quelques années en véritable tour de l'organisation interne, nous ne sommes pas servis de la directive marxiste pour épargner le mouvement Moïse et de voir donc maintenant n'ayant pas donc reconnu très peu les signes annonciateurs de législation, les maoïstes ont été à remorque des événements. Pour rattraper le char du soir, ils ont dû procéder à des rectifications malheureusement tardives et précipitées. Une fois de plus, c'est traduit sur le plan politique par la perte de l'initiative théorique, par l'effort de l'opposition, au profit du pouvoir en place, qui, quelles que fussent les difficultés dans lesquelles ils se débattaient, n'avaient pas à part de lui une force politique capable de l'évaluer les choses. La plupart des partis de l'opposition étaient sur des élections législatives et présidentielles, soit affaiblies, soit submergées par des contradictions et abouties à des crises. Beaucoup de militants hier enthousiastes sont trouvés dans un désarroi. Appuyés par la régression des touristes à l'échelle mondiale, nombre d'entre eux déçus sont tombés dans la Mississippi. Tout n'était pas irrémédiablement bouché pour les votes d'avant-garde, pourvu que le complice que la pourriture et le laboratoire de la vie sont les définitions de masse et qu'en conséquence, ils prissent toutes les dispositions pour repartir sur les bases solides. Malheureusement, ces forces n'ont pas tiré leur devoir toutes les leçons qu'il fallait. Déboussolées par la chute du mur de Berlin et par l'implosion du bloc soviétique, elles ont avancé le virage qui les a conduits successivement à transformer leur parti d'avant-garde en parti de masse, à entraîner le gouvernement de mesures de présence élargie sous les doutes et à nouer des alliances éphémères avec le parti démocratique sénégalais, qui, sous la houlette d'Abdoulaye Wade, a fini par les convaincre de leur incapacité à bouleverser tout seul le statu quo. Parvenus au pouvoir, grâce à ces partis marxistes qui ont suivi le Pékin, doivent accentuer leur imagination en tant qu'objectif. Le président Macky Sall a parachevé donc cette marginalisation. À ceux qui aujourd'hui veulent servir la démarche marxiste pour prôner le combat, nous devons faire savoir que la transformation mécanique des catégories marxistes vraiment a été beaucoup
la source de beaucoup d'erreurs qui nous ont coûté excessivement cher. Malheureusement, donc, les problèmes que nous avons rencontrés ont créé des conditions qui nous ont permis donc, de rectifier, donc, de revoir notre position par rapport au passé pour pouvoir l'utiliser en tant que méthode permettant d'analyser notre réalité. Mais cette phase de sympathie avec le marxisme était inévitable parce que ce que nous avons connu, les Russes et les Chinois l'ont connu. Bon, dans maladie infantile du communisme, Marx, Lénine nous dit ici, pendant près de demi-siècle, de 1850 à 1890, en Russie, la France d'avant-garde, soumise au jour d'un zèle sans nom, cherchant avidement une théorie juste, en suivant un zèle et un soin étonnant, chaque dernier mot de l'Europe et de l'Amérique. En vérité, le marxisme, seule théorie nous serait juste, la Russie, la paix d'un demi-siècle de service unique, d'héroïsme incroyable, d'abnégation de la ressource énergie, d'expérience pratique, de déception, de vérification, de confrontation avec l'expérience de Mao et lui après avoir reconnu que ce sont les sables des canons de la révolution d'octobre qui ont apporté le marxisme à la Chine et constate que ce n'est qu'au terme de plus de 20 ans d'efforts et de sacrifices que les communistes chinois sont parvenus à unir la vérité universelle du marxisme et la pratique concrète de la révolution chinoise. Qui dit donc que les marxistes sénégalais ne pouvaient ne pas commettre des fautes dans l'application du marxisme à leur réalité. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans une phase cruciale de l'histoire de notre pays. Ceux donc, qui avaient nos camarades qui sont là, et d'autres qui sont pas là, donc, ont commencé donc, à militer donc, bien avant la naissance de ceux qui aujourd'hui occupent uniquement la scène politique. Ces militants, donc, arrivés au crépuscule de leur vie, donc, ont décidé de transmettre le flambeau de la lutte donc, à la nouvelle génération. Mais il nous faut faire savoir à cette nouvelle génération que la lutte sera longue, difficile, mais le chemin et nous devons aussi inviter donc, cette jeunesse qui est dans un monde plus compliqué que le monde à réfléchir sur ces vers du président Mao dans un de ses poèmes que les tâches à l'attendre et les plus urgentes. Le monde tourne, le temps presse. C'est tout sanglant. Il faut se garder toujours un instant. Merci pour votre attention.